Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce mardi. Le président de la République, Paul Kagame, a clôturé ce mardi la visite de travail visant le renforcement et l'élargissement des relations de coopération qu'il a effectuées en Guinée-Conakry, a indiqué le fils du chef de l'État au village Urugwiro. Au sommaire également, des officiers supérieurs en provenance de certains pays d'Afrique, dont le Rwanda, sont réunis à Kigali, où ils échangent sur comment l'utilisation de la technologie militaire moderne ne devrait pas causer des dommages à la population civile pendant la guerre. À l'international, nous reviendrons sur Charles III qui transmet son titre honorifique de colonel au prince William. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a clôturé ce mardi la visite de travail visant le renforcement et l'élargissement des relations de coopération qu'il a effectuées en Guinée-Conakry, a indiqué le fils du chef de l'État au village Urugwiro. Avant la Guinée-Conakry, le président Kagame a visité le Sénégal où, avec son homologue Bassirou Diomaye Faye, ils se sont entretenus sur les axes de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Rwanda. En Guinée-Conakry, le président de la République, Paul Kagame, a été reçu par le président Mamadi Doumbouya. Et leurs entretiens se sont focalisés sur la coopération dans différents domaines, dont la technologie, le commerce, l'investissement. Le président Kagame a notamment déclaré que le Rwanda et la Guinée souhaitent acquérir la prospérité, la paix et la sécurité de leur population. Pour Gloria Kamanzi, tant qu'experte en marché africain, la visite du chef de l'État dans ces pays d'Afrique de l'Ouest signifie beaucoup pour le Rwanda en termes d'opportunités qu'on peut y trouver grâce à sa bonne collaboration. L'Afrique de l'Ouest a une croissance économique très importante. C'est une région qui a un certain dynamisme dans le domaine des affaires. Il y a tellement d'opportunités dans différents secteurs que je peux citer le secteur numérique, le secteur du tourisme, le secteur de l'immobilier, le secteur aussi de l'agriculture. Ce sont vraiment des domaines qui sont en cours de développement. La visite du président de la République, c'est pour nous un message très fort qui nous invite. Il nous précède pour nous ouvrir les portes. Et c'est à nous de saisir cette occasion, cette opportunité et de commencer à s'engager avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, de s'engager avec les opérateurs économiques dans ces pays-là. Et c'est plus aussi un message fort pour les pays de l'Afrique de l'Ouest que le Rwanda est ouvert aux affaires. L'Afrique d'aujourd'hui est en train de vivre un certain changement. Le secteur privé africain est appelé à travailler ensemble. Mais c'est vrai, il y a une réalité qui est toujours un frein à pouvoir améliorer les échanges commerciaux. C'est la circulation des personnes, où il y a des pays qui n'ont pas encore supprimé les visas. Le Rwanda a déjà montré l'exemple de supprimer les visas. Mais pour certains pays, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est toujours un frein de pouvoir circuler dans ces pays-là. Il y a aussi l'exemple aussi de la circulation de biens, où il y a des difficultés à faire entrer des marchandises venant d'un pays à un autre, alors qu'il est très important que certaines charges soient vraiment allégées et supprimées. Il y a ces défis-là que le secteur privé ne peut pas travailler seul, où l'engagement politique est aussi très important pour y arriver. Les officiers supérieurs en provenance de certains pays d'Afrique, dont le Rwanda, sont réunis à Kigali où ils échangent sur comment l'utilisation de la technologie militaire moderne ne devrait pas causer de dommages à la population civile pendant la guerre. Reportage avec Charlène Foulaha. Des nombreux cas de civils tués pendant la guerre ont été rapportés à travers les mondes, après que l'une ou l'autre partie belligérante les ait confondus avec l'ennemi. Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge pour la région africaine, Patrick Youssef, a souligné que les technologies militaires modernes telles que les drones et l'intelligence artificielle sont considérées comme des moyens pouvant prévenir de telles erreurs. Lorsqu'une personne est vêtue en civil et qu'un drone l'aperçoit, celui qui l'utilise doit avoir des connaissances humaines lui permettant de s'assurer que la personne qu'elle voit est un ennemi,
un criminel ou un civil normal. Le fait est que de petites erreurs et décisions prises à ce moment-là peuvent avoir un grand impact et c'est ce à quoi nous réfléchissons en raison de ce que nous constatons dans le monde entier, à commencer par l'Afghanistan, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est pourquoi nous devons bénéficier de ces informations. Le porte-parole de Force rwandaise de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, indique que partout où les forces rwandaises de défense sont déployées, la protection de la population civile est une priorité. Les forces rwandaises de défense, partout où nous travaillons, la technologie est notre priorité pour avoir des informations sur la place où se trouve l'ennemi afin de réduire l'impact des armes blanches sur la population pendant les opérations militaires. Nous devons donc être précis. Nous devons cibler l'ennemi tout en assurant la sécurité du citoyen. Et cela nécessite une coopération avec les agences qui fabriquent divers équipements de guerre afin de fabriquer des équipements capables de détecter l'ennemi sans pour autant nuire à la sécurité de la population. Il s'agit d'une formation de 3 jours qui rassemble des officiers supérieurs, depuis les grades de major jusqu'aux officiers généraux, en provenance de différents pays dont le Niger, le Mali, l'Ouganda et les Pays-Bas. Elle est organisée par les forces rwandaises de défense en collaboration avec les comités internationaux de la Croix-Rouge. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Nous revenons donc après le commentaire de Mme Gloria qui s'est exprimée en disant que la visite du président de la République dans l'Afrique de l'Ouest est une opportunité importante. Maintenant au studio, je suis avec Damien Mzoum, analyste de l'actualité africaine. Bonjour Damien. Bonjour. Pour commencer, donc, pouvez-vous nous donner une physionomie globale de l'Afrique de l'Ouest? Comment présente-t-elle aujourd'hui? Oui, vous avez certainement appris que nous avons connu des cas de coups d'État répétés en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'actualité sur place, c'est qu'au Sénégal, le nouveau président a été élu, donc étant quelqu'un qui était déjà en prison, et il sort de la prison pour se retrouver à la présidente de la République. On a vu des cas comme ça il y a un peu longtemps, parce que c'est le président Mandela qui a fait écho dans le monde entier pour sortir de la prison, pour arriver au palais de la présidence. Donc ce que cela stipule aujourd'hui, c'est de voir s'il n'y a pas un nouveau dynamisme en Afrique de l'Ouest qui va permettre à ce que ces coups d'État pourraient peut-être donner lieu au passé et que désormais, ceux qui veulent le pouvoir d'État ou qui critiquent qu'il y ait des problèmes par rapport à l'ingérence des puissances occidentales ou quelles que soient les situations qui sont décriées depuis un moment en Afrique de l'Ouest, au lieu que ce soit des armes qui prennent le pouvoir d'État, que ça devienne aussi une mobilisation des populations pour pouvoir quand même renverser un gouvernement en place à travers les urnes, et ce qui donne un sens de pacification de la région si les choses pourraient continuer dans ces domaines-là. Oui, en termes d'intérêt, une coopération du Rwanda avec les pays de l'Afrique de l'Ouest représente quel genre d'intérêt précisément? L'intérêt pour ces pays, c'est d'abord, si vous voyez le Sénégal, qui est le pays et le cas d'espèce qui a été visité, ce président vient d'être élu, il est jeune, et si vous voyez le jour même de son investiture où quelques présidents ont pu être là, par rapport au 3e jour où il devait faire un message à la nation, les Sénégalais ont dû faire quand même beaucoup de travail sur la personne du chef de l'État pour pouvoir quand même incarner le nouveau rôle qu'il doit engager. Je crois que au sein du continent, quand nous avons des pères comme le président Kagame qui a fait, je crois, le premier président maintenant a fait une visite officielle au Sénégal, ça permet à ce que dans les échanges, parce qu'ils ont eu forcément des échanges privés, des dîners de domicile et des échanges, ils pourront quand même se passer des codes, des clés. Et dans l'Afrique antique, nous avons ces réalités où entre les chefs d'État ou les nouveaux et les doyens, ils arrivent à se passer quand même quelques clés, parce que gérer un pays, c'est beaucoup de codes qu'il faut pouvoir se partager. Donc l'expérience pèse en ce lieu et je pense que la visite aurait pu avoir un impact sur ce plan-là. Si on revient sur ce que vous venez de mentionner, la première visite officielle, alors que pensez-vous, y aurait-il des défis concrets que maintenant la première visite, donc bien la coopération avec le Rwanda, pourrait être comme une solution pour relever le défi que le Sénégal a?
Oui, en quelque sorte, parce que le Sénégal se retrouve aujourd'hui dans un schéma où ils veulent vraiment une rupture. Le peuple s'est vraiment levé pour ramener cette équipe de ceux-là qui étaient en prison et que c'est eux aujourd'hui qui sont les dirigeants du pays. Je crois que pour des questions de sagesse et de continuité de l'État, ils ont vraiment besoin d'apprendre vite et de pouvoir avancer sur ce plan. Mais en même temps, c'est nos pays qui sont de part et d'autre. Vous savez, la question de l'intégration africaine a commencé depuis le président Kwame Nkrumah, après les indépendances, quand il disait que les Africains devaient forcément pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, nous voyons que, bon, la plupart des chefs d'État préfèrent se renfermer sur eux, ne pas prendre le risque de prendre ce pli parce que ça avait coûté au premier président ghanéen. Donc, personne ne veut prendre ce risque parce qu'il risque de devenir peut-être perçu comme de menace pour l'Occident. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, nos pays qui arrivent quand même à prendre ces initiatives, comme le Rwanda, qui a compris qu'il faut s'ouvrir vers les autres pays africains pour quand même créer cet espace où les Africains peuvent se sentir, où qu'ils soient dans ce continent chez eux. Donc je pense que c'est de bonnes quand même perspectives de voir que si les hommes viennent du sommet, la population ne peut que suivre. Oui. Alors, vous venez de parler de l'intégration africaine. Depuis des années, il y a en Afrique la zone de libre-échange continental, mais qui peine à être effective comme il le fallait dans la plupart des pays. Que pensez-vous de ce côté le temps de prendre, ça prend du temps par rapport au temps attendu. Quel est votre point de vue sur ça, par rapport à cette visite et tout ça? Déjà, on ne peut pas faire une libre circulation des biens sans parler de la libre circulation des personnes. Parce que c'est des êtres humains qui vont faire des transactions, des échanges. La plupart des pays, comme notre sœur Gloria venait de notifier cela, n'ont pas encore, rendent encore l'accès de leur pays très compliqué pour les frères africains, pour une raison ou une autre. Donc, je pense que cette question reste encore critique pour le continent parce qu'il ne s'agit pas de signer des papiers entre les chefs d'État pour que ça s'exécute. Donc, je crois, l'île Maurice, pour lequel je suis sûr, avec qui le Rwanda a signé des pactes de non-double taxation, par exemple, si des choses comme ça peuvent s'élargir sur le Sénégal et d'autres pays, parce que je crois qu'il y a eu aussi des conventions que les deux pays ont signées, ça pourrait faire en sorte que ces deux pays, malgré leur distance relative, ça crée quand même cette synergie qui pourra amener les autres pays à s'associer, à voir dans quel sens on pourra évoluer en tant qu'Africains ensemble, malgré nos difficultés aujourd'hui. On doit regarder à l'intérieur de nous d'abord, et si on a besoin d'aide et que ce n'est que de l'extérieur que ça va venir, au moins on épuise ce qui est déjà à l'intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Mais malheureusement, nous sommes encore très loin de l'intégration régionale et surtout de la libre circulation des personnes et des biens. Et la ZLECAf est devenue aujourd'hui comme un slogan, et je pense que des actions comme ça par rapport à cette visite pourraient quand même rappeler et réveiller dans nos chefs d'État et aussi à la population de s'impliquer et de faire le plaidoyer pour que désormais l'Afrique soit quand même un bloc pour pouvoir quand même concurrencer dans le monde où tout le monde veut coopérer avec l'Afrique, mais divisé, on ne pourrait pas s'en sortir. Et je crois que c'est une belle initiative de voir l'acte que posent ces chefs d'État et ce qu'ils essaient de faire pour qu'on ait un continent quand même qui se rapproche davantage malgré les contraintes relatives liées au transport aérien et même terrestre parfois. Voilà, merci beaucoup. À part les défis qui sont toujours observés, quel message pourriez-vous donc dire à tous ceux qui nous suivent par rapport à l'intégration africaine? Je crois que l'Afrique n'a pas le choix. Nous sommes des micronations. Si on ne s'entend pas et qu'on continue d'entretenir juste des divisions de rue, je pense que ça ne peut pas aider le continent. J'interpelle les populations africaines et surtout ceux qui ont l'honneur de diriger nos pays, de penser au-delà d'eux-mêmes et de voir comment ils peuvent jouer leur rôle pour qu'on ait un continent aujourd'hui qui est laissé derrière parce qu'elle n'a pas su qu'il faut rester ensemble. L'Afrique n'est pas aussi divisée que nous sommes déconnectés. Aujourd'hui, il faut qu'on s'accepte et qu'on valorise la différence. Et dès qu'on arrive à faire cela, je crois que l'Afrique serait ce que le monde n'aimerait pas que cela soit. Et c'est à notre avantage. Et nous devons quand même agir sur ce plan-là. Merci beaucoup, Damien Mouzoum. Je rappelle qu'il est analyste de l'actualité africaine. On continue avec notre actualité pour parler du Sénat du Rwanda qui a examiné ce mardi en session plénière l'opportunité de projet de loi régissant les forces rwandaises de défense. Le point avec le récit suivant.
Les changements que propose ce projet de loi concernent notamment l'article qui stipule que le commandant suprême des forces rwandaises de défense est le seul à pouvoir approuver l'envoi du matériel militaire dans d'autres pays. Cette loi apporte également des précisions sur les attributions du ministre de la Défense et les prérogatives du commandant suprême des forces rwandaises de défense. Ce projet de loi prévoit en outre la réhabilitation de l'hôpital militaire de Kanombe et la décentralisation de ses services. C'est dans le même cadre que le Rwanda prévoit de mettre en place une autre académie militaire qui pourra accueillir même des officiers généraux. À propos de l'université, nous avons beaucoup d'académies militaires, mais celles qui sont au niveau de l'université sont l'Académie militaire du Rwanda de Gako et le Rwanda Senior Command and Staff College de Nyakinama. Gako s'occupe de la formation des officiers subalternes et Nyakinama des officiers supérieurs depuis le grade de major et quelquefois jusqu'au colonel. Nous allons maintenant mettre en place le National Defense College qui accueillera des officiers supérieurs à partir de colonels jusqu'aux officiers généraux. Jusqu'à présent, les diplômes de ces collèges sont décernés par l'Université du Rwanda. Ce qui va changer, c'est que c'est le National Defense College qui aura en son sein ces 3 collèges et d'autres institutions comme celle chargée de la recherche et le Rwanda Peace Academy. Il passera par le processus d'accréditation comme c'est le cas pour d'autres universités au Rwanda. Nous allons commencer ce processus dès la mise en place du National Defense College pour que les diplômes qui seront décernés ne le soient pas sous les auspices de l'Université du Rwanda, mais par le Rwanda Defense University. Tel est le concept, mais nous sommes encore en train d'y apporter des ajustements nécessaires pour que le projet puisse accélérer. Vous en serez informés au moment opportun. Au cours des débats des parlementaires, le sénateur Evode Uwizeyimana a fait savoir qu'il soutient que le Sénat examine et approuve l'opportunité, la compétence et le fonctionnement des forces rwandaises de défense, mais que la structure soit mise en place par décret présidentiel, car elle peut changer à n'importe quel moment. D'autres sénateurs, notamment le docteur Dusingizemungu Jean-Pierre et le docteur Nyomugabo, ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en place de l'unité en charge de la santé au sein des forces rwandaises de défense prévues dans ce projet de loi. Le sénateur Twahirwa André a félicité que les forces rwandaises de défense œuvrent pour la promotion du Kinyarwanda, notamment que leur parade est faite en Kinyarwanda, et a souhaité que les autres institutions suivent cet exemple. On continue pour parler des chercheurs et experts dans le domaine de l'éducation qui sont arrivés à la conclusion que pour construire une éducation durable et de qualité, il faut constamment se former dans les nouvelles technologies, mais aussi former les enseignants en matière du numérique et la maîtrise des langues afin que les étudiants qui terminent leurs études deviennent compétitifs sur le marché du travail n'importe où dans le monde. Patrick Nuidandi nous fait le point. La conférence internationale qui examine les changements nécessaires dans le secteur éducatif sert des plateformes permettant aux éducateurs et aux décideurs politiques de collaborer, d'innover et de susciter des changements positifs dans le système éducatif. Les discussions se sont concentrées sur divers points clés qui concernent tous l'amélioration de la qualité de l'éducation, notamment l'amélioration de la politique, du leadership et de professionnelle des enseignants, la technologie éducative et les innovations pédagogiques et bien d'autres points. La discussion est également portée sur la réponse aux besoins changeants de la société, les progrès technologiques et la nature changeante du travail. Le professeur Wenceslas Nzabarirwa, professeur à l'Université du Rwanda, réitère certains des défis auxquels les enseignants en général sont confrontés. Le premier défi concerne les ressources qui peuvent vous aider à améliorer la qualité de l'éducation. Prenons par exemple des outils nécessaires en technologie, car nous savons tous que ce monde est actuellement sous contrôle de nouvelles technologies et qu'il est nécessaire de
de se tenir régulièrement informés des avancées dans ce domaine. Entre autres défis, il y a l'insuffisance des laboratoires pour les étudiants qui apprennent les matières scientifiques. Un autre défi est que nous avons un grand nombre d'étudiants et il peut être difficile de garantir les suivis de l'amélioration de chaque étudiant. L'Université du Rwanda souligne que certaines des réalisations depuis le début de cette conférence incluent le fait qu'il y ait des changements dans les programmes proposés aux étudiants de l'Université du Rwanda et divers autres changements. Le principal du collège d'éducation de l'Université du Rwanda, professeur Florien Sangamwimana, est revenu sur le problème actuel visant à aider les enseignants à dispenser et à améliorer la qualité de l'éducation. Nous avons actuellement 3 projets qui aident les enseignants afin qu'ils puissent dispenser une éducation de qualité. Le premier, connu sous l'appellation « Développement de la capacité humaine », qui implique diverses composantes, a été lancé en 2019. Et certains de ces programmes ont commencé à donner des résultats. Par exemple, des formations d'enseignants qui enseignent des mathématiques et des sciences ont été bénéfiques dans le système éducatif jusqu'à présent. Les formateurs enseignent aux étudiants en veillant à ce que les expériences pratiques soient adoptées et vécues. Un autre projet vise à améliorer les compétences linguistiques des enseignants afin qu'ils puissent mieux transmettre les connaissances aux étudiants. Le vice-chancelier de l'Université du Rwanda, professeur Kayura Didas, a souligné l'importance de renforcer les capacités des enseignants en phase avec ce 21e siècle, soulignant que pour avoir des étudiants capables d'être compétitifs sur le marché du travail, n'importe où, il faut des enseignants qualifiés. Même si les étudiants restent notre centre d'intérêt et des préoccupations, il est nécessaire de faire notre propre auto-évaluation en tant qu'enseignants. Sommes-nous vraiment aux normes requises dans ce siècle? Nous avons mentionné des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT qui perturbent la capacité des étudiants à faire des choses sur leur propre ordinateur en utilisant ces outils de l'intelligence artificielle. Nous devons également être capables de détecter de tels problèmes. Nous travaillerons à perte si les étudiants n'avaient plus la capacité de réaliser des choses par eux-mêmes et si nous n'étions pas conscients de ces tendances et si nous savons comment les aligner ou les utiliser à bon escient. Dans ces conditions, nous ne serons pas en mesure d'atteindre l'éducation de qualité que nous souhaitons. Les participants ont indiqué espérer que ces discussions seront l'occasion d'évaluer les défis existants, tels que le chômage, ainsi que les solutions possibles pour y faire face. On reste toujours dans le domaine de l'éducation, mais on change d'angle pour parler du privé, même si certains établissements privés font du mieux qu'ils peuvent. Donc, pour se fournir en matériel didactique nécessaire, le responsable affirme que le gouvernement, donc il serait convenable pour le gouvernement de s'y leur prendre en compte lors de la distribution de matériel qui se fait auprès des établissements dépendants directement de l'État. Reportage avec Bertrand Tunézel. De nombreux responsables d'établissements privés affirment suivre correctement le programme d'éducation nationale en vigueur au Rwanda. Fred Karangwa, directeur à Hope Haven Christian School, et Steven Vuningoma, directeur à Kigali Infants Academy, affirment tous deux se conformer totalement au programme d'études établi au Rwanda dans leurs enseignements, mais déclarent qu'une aide quant à la fourniture de matériel scolaire tel que les livres serait plus que la bienvenue. Les élèves de notre établissement ont chacun à leur disposition une tablette dans laquelle nous avons pu insérer les matières d'études telles que la Rwanda Basic Education Board les a mis à notre disposition en ligne, ce qui facilite beaucoup nos élèves dans l'apprentissage. Les livres viennent soit en retard, soit très chers, alors qu'ils ne font pas partie du budget des parents. Nous demandons au ministère de l'Éducation de nous allouer aussi ces livres d'éducation à des prix plus bas.
Les élèves fréquentant ces établissements privés, quant à eux, se disent satisfaits des programmes d'études qui leur sont offerts. De mon côté, je suis persuadé que ce que l'on nous enseigne m'a permis d'avoir un objectif dans la vie, car je sais maintenant ce que je veux vraiment faire dans la vie et comment y parvenir. L'on nous enseigne de manière correcte et s'il arrive que l'on n'appréhende pas directement, les enseignants prennent le temps nécessaire pour bien nous expliquer. Jean-Claude Tuiseng est responsable de New Generation Academy, un établissement qui suit un programme d'études de niveau international qui accueille des élèves issus de 11 pays différents, explique les raisons de ce choix. Je vous donnerai exemple d'un examen que nous faisons et qui se fait aussi à l'international, y compris dans les pays comme l'Angleterre et en partenariat avec elle. Nos élèves ont la possibilité d'y aller continuer leurs études. C'est pour cela que nous avons choisi un tel. Au moment où le Premier ministre Edouard Ngirente présentait le plan national d'études 2017-2023 devant le Parlement, le suivi des établissements privés par le gouvernement a été aussi une question à l'ordre du jour. Dr Gaspard Twagirayezu, ministre de l'Éducation, a quant à lui affirmé que les établissements privés font eux aussi objet d'un suivi régulier par le gouvernement et ont eux aussi accès à la fourniture de matériel scolaire tout aussi bien que les établissements publics. Dans les jours à venir, nous comptons visiter surtout ces établissements qui suivent des programmes internationaux pour constater si leur accréditation est toujours valable, car ce sont des établissements qui accueillent des Rwandais. Nous devons donc par nous-mêmes constater comment les activités s'y déroulent. Nous avons aussi en collaboration avec les établissements privés divers programmes, notamment la Rwanda Education Network, figurant dans le projet Smart Education, car les établissements ayant accès à ces programmes en ligne ne sont pas uniquement des établissements publics. Dans un journal officiel du gouvernement publié le 20 octobre 2021, il était stipulé que chaque élève de toute institution, quel qu'il soit, devrait obligatoirement étudier l'éducation civique, les mathématiques, l'anglais, le Kinyarwanda et les nouvelles technologies, programme d'études auxquels les établissements privés eux aussi se conforment. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Savo à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.